Voilà, merci aux organisateurs de cette table ronde. C'était assez intéressant de voir déjà les discussions suscitées entre nous. Et donc, c'est un peu le but de cette enquête de pratique, c'était de faire une photographie des habitudes de chacun. Quelles sont vos problématiques, quels sont vos questionnements par rapport à cette prise en charge des doubles discopathies lombaires. Alors, bien évidemment, la première chose, c'est de vous remercier. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Et si vous n'avez pas participé, on vous remercie quand même. Cette enquête a reçu 131 votants, dont la majorité des votants étaient donc des orthopédistes et 2/3 encore d'hospitaliers par rapport aux libéraux. Alors, je ne connais pas exactement la répartition du taux d'orthopédistes et d'hospitaliers dans les adhérents de la SFCR, mais je pense qu'il y a aussi des explications à travers notre société et ceux qui la constituent. La première question était de savoir si on avait face à nous des chirurgiens qui traitaient la lombalgie. Je pense que c'est une évolution que Jérôme a un peu abordée, c'est qu'aujourd'hui on est tous confrontés quand même à la prise en charge de patients lombalgiques et finalement de façon assez fréquente, puisqu'on voit qu'un tiers des chirurgiens en opèrent plus de 10 par mois. Donc on ne sait pas si cette question a été vraiment bien comprise dans le sens où c'est vraiment 10 patients qui vont aller au bloc. Et en tout cas, ça a suscité déjà des questions entre nous. Mais on se rend bien compte qu'il y a une vraie place donc, pour la chirurgie de la lombalgie dans vos pratiques. Alors, la question, est-ce que c'était pertinent de faire cette table ronde? A priori, ça pose quand même problème à 83% d'entre nous sur la stratégie chirurgicale à aborder. Donc, a priori, cette table ronde pose un vrai problème. J'espère qu'on aura des vraies réponses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le but est d'avoir ensemble un cheminement pour trouver cette vérité qu'on doit finalement trouver pour nos patients qui nous animent du fond du cœur. Donc pourquoi ça nous pose problème de traiter des doubles discopathies? On s'est posé des questions et notamment on se demandait si le fait d'arthrodéser de niveau représentait plus de risques de pseudarthrose. Est-ce que ça pouvait changer du coup nos indications? Et on voit que les votants étaient assez partagés sur le sujet, mais on a quand même 45% quasiment des gens qui disent que ça pose un petit peu problème, cette problématique d'avoir deux niveaux à fusionner et le risque de pseudarthrose que ça pouvait indiquer. En revanche, ça ne change pas vraiment l'indication à proprement parler pour la majorité d'entre vous. Alors là aussi, c'est une vraie question. Est-ce que le résultat fonctionnel serait moins bon avec une fusion à 2 niveaux versus 1? Vous voyez que l'assistance est assez partagée, c'est du 50-50. Donc finalement, c'est étonnant parce que quand on voit après les réponses que vous avez pu donner au cas clinique, ça ne transparaît pas forcément. Alors est-ce qu'on a tendance à ne traiter qu'un seul disque en cas de double discopathie? D'emblée, on dit tous non, on va vraiment prendre la situation dans sa globalité. Néanmoins, dans les cas cliniques, vous allez voir que c'est pareil, c'est pas aussi net que ça, on ne sait pas toujours quoi faire. La question qui me semblait importante d'aborder vraiment aussi, c'était, voilà, est-ce qu'on est un peu mal à l'aise face à ce diagnostic de double discopathie et ces recommandations à de l'HAS qui parlent d'une l'indication des arthroplasties dans les cas de discopathie unique. En tout cas, 67% d'entre nous, 2/3 d'entre nous, sont pas tout à fait à l'aise avec ça et j'espère qu'on clarifiera un peu les choses avec les résultats de la série et puis les éclairages après de Joël. Les facteurs décisionnels pour utiliser une arthroplastie, l'âge bien sûr, et l'état du disque adjacent. Donc vous voyez que ce sujet de la double discopathie est là, et puis après on retrouve des choses assez conventionnelles dans vos réponses. Alors voilà, si on aborde les cas cliniques, vous voyez, je pense que vous avez pris le temps de les regarder. Si ce n'est pas le cas, vous voyez cette jeune femme avec une double discopathie, des HIZ, pas vraiment de modique, qui a des facettes articulaires qui sont plutôt pas mal et qui est lombalgique principale. Vous allez voir vos réponses. Il y a plusieurs éléments qui en sortent.
toujours une certaine prudence, avec 14% de gens qui ne vont pas forcément l'opérer. Et bien sûr, c'est très difficile sur des cas cliniques, sans avoir vu les gens, de juger. On ne soigne pas des images, mais des patients. On avait convenu que, bien évidemment, tous ces patients avaient eu une prise en charge médicale avant. Ça va de soi. En tout cas, si on juge sur les images, il y a quelques petites choses qui sortent. C'est que déjà, 40% d'entre vous ne vont traiter qu'un disque, ce qui est quand même certain, qui représente quand même une certaine partie de la stratégie. Et puis après, on a quand même ce qui arrive en premier, c'est le montage hybride. Donc finalement, le montage hybride apparaît comme une solution pour beaucoup d'entre vous. Ce deuxième cas, c'est un patient un peu plus âgé, donc avec un modique, on ne peut pas voir s'il est 1 ou 2. Je remercie les organisateurs qui m'ont donné ces cas cliniques. Et voilà, chez probablement ce patient, il y avait cette syphose lombosacrée, et on est un peu plus prudent, avec déjà 25% qui n'opèrent pas le patient. Et là, si on regarde, c'est la chirurgie par voie postérieure qui arrive, et vous voyez que si on globalise un peu les réponses, il y a assez peu d'arthroplastie chez ce patient âgé. C'est plutôt de la fusion, et ça paraît plutôt cohérent dans la réponse. Quand je dis cohérent, c'est-à-dire qu'il y a une homogénéité, hein. Je n'aurai pas de jugement sur les réponses. Ce cas numéro 3, donc chez cette femme assez jeune, avec un modique 1, un disque assez pincé en 5-1, et puis ce probable petit rétro au-dessus avec une discopathie, et ben vous allez voir que là les réponses sont assez nettes, puisque 45% d'entre vous vont traiter qu'un disque, ce qui est, et l'alternative encore du montage hybride apparaît très très forte. Et enfin, ce dernier cas, donc avec ce patient de 41 ans qui a des séquelles de dystrophie de croissance, ces 2 discopathies en modique 2, et ben celui-là, finalement, vous allez voir qu'on s'en méfie tous un petit peu. Et ce qui est assez rassurant, c'est qu'il fallait bien qu'il y ait un cas sur lequel on fasse plutôt consensus sur le fait qu'on était prudent dans la stratégie chirurgicale. Pour conclure, je pense qu'on a quand même touché du doigt, et ça je pense que c'est important au sein de notre société, hein, c'est de se préoccuper de sujets de notre quotidien. On voit quand même, rien qu'à la façon dont on a posé les questions pour les cas cliniques, vous voyez qu'on propose 8 réponses, et c'est qu'il y a une grande variabilité de pratiques, et c'est déjà dans nos échanges au préalable ce qu'il apparaît assez net. On peut voir aussi, il y a des cas cliniques, hein, que sur cette problématique de discopathie, le traitement par voie antérieure paraît princeps, puisque finalement, à part le cas du patient plus âgé, vraiment les chirurgies antérieures de fusion à 1 niveau, 2 niveaux ou un 360 apparaissent comme les solutions premières, et ça représentait environ à chaque fois 65% des cas. On a quand même cette stratégie, hein, chez les 2 patients jeunes, qui va être de conserver un disque, en tout cas indemne de chirurgie, dans à peu près 40% des cas. Et puis le montage hybride qui apparaît dans 2 cas quand même comme la première réponse de vous tous, donc qui apparaît une des solutions que vous utilisez régulièrement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, hein, de vos réponses. C'est important de faire ces études de pratique aussi pour savoir un peu où on en est, et puis ça nous a permis, nous, d'avancer dans nos réflexions, nous reposer des bonnes questions. Merci beaucoup.